Ce que je peux dire quand même, c'est que j'ai assisté à un débat extrêmement riche, assez fouillé, de haut niveau, quels que soient les intervenants, de haut niveau, parce qu'on sent bien que ce dont nous discutons aujourd'hui est au cœur de beaucoup de problématiques. Le constat, il est pas très bon. Constat, il n'est pas très bon. Du côté du monde agricole, il y a une perte de repères. Je crois que Vincent Lavier l'a largement décrit. Perte de repères par rapport à une profession qui est en pleine mutation, qui est obligée de s'adapter avec les lourdeurs qui sont les siennes, c'est normal, mais obligée de s'adapter à un monde. On parlait d'Europe jusqu'il y a peu de temps, on doit maintenant parler du monde. La mondialisation, qui est une donnée absolument fondamentale de la production agricole française et de notre équilibre économique d'ensemble. On parle d'Europe, la situation européenne est complexe et c'est vrai que politiquement, et Jean-Pierre Fleury l'a très justement dit, nous sommes à un moment d'opportunité. Est-ce que nous sommes capables de le saisir ou pas ? C'est un moment d'opportunité, c'est un moment d'ouverture des chakras, entre guillemets. Ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu, depuis les lois d'orientation agricole de 62, en quelque sorte. Et puis maintenant, on voit bien que le modèle économique est un peu à son aboutissement. Pourquoi son aboutissement ? Parce qu'on a une production agricole lourde, qui a subi des aléas climatiques qui se répètent de plus en plus d'ailleurs ces dernières années. On en a parlé il y a peu de temps dans une autre réunion. On voit bien que c'est complexe pour les agriculteurs de s'adapter à cette situation. Et puis en même temps, vous avez, M. Desmoulins parlait d'organisation, et vous avez parfaitement raison là-dessus. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les organisations agricoles soient encore à un niveau de maturité tout à fait suffisant. Il y a encore des progressions. Alors, interprofession ou pas, je ne rentre pas dans ce débat, mais il y a beaucoup de marge de manœuvre encore à opérer dans un monde qui est assez paradoxal parce que les agriculteurs vivent par une bonne partie d'aides découplées. Découplées de quoi ? Découplées de la production réelle. Et donc, dans un monde dont la concurrence n'est pas perçue de même manière que quand M. Villot parle de concurrence, où là, on a une concurrence qui est directe, qui est dure, qui tire les produits vers le bas et qui, en quelque sorte, si j'ai bien compris vos explications, et je crois qu'elles sont réelles, vise à annihiler un peu les efforts qu'un groupe comme le vôtre, dont on sait pertinemment, dont on connaît l'engagement, pourrait vouloir faire dans ces conditions-là, parce qu'à un moment ou un autre, c'est encore une fois, et malheureusement, le prix. Tant qu'on parlera que du prix, on échappera aux données sociétales qui ont été largement évoquées par M. Clémensin, l'UFC Que Choisir, rapprochement ou pas avec des groupes, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, pour bien connaître le fonctionnement du UFC Que Choisir, c'est que c'est un miroir, c'est un révélateur d'une évolution extrêmement forte de notre société, d'une évolution autour d'un produit qui est un produit fondamental, c'est le produit alimentaire. C'est le plus fondamental de tous. Les autres sont accessoires par rapport à celui-ci. Donc il a une forte charge affective, une forte charge dans l'économie des ménages, une forte charge environnementale, une forte charge économique. Le pouvoir d'achat est directement impacté par cette notion-là. Donc, on voit l'extrême complexité du sujet, les très nombreuses questions, et si je puis dire, la faiblesse des solutions à ce stade. Faiblesse des solutions. Je ne les sens pas encore. Les solutions, pour être très franc, et ça pourrait rester entre nous. Je comprends parfaitement la logique qui consiste à dire qu'il faut restructurer le prix en partant de la production. Je crois que Emmanuel Macron, le président de la République, l'a dit, et il ne l'a pas dit de manière opportune là aujourd'hui, il l'a dit pendant la campagne électorale. Nous devons changer le modèle économique, nous devons changer le modèle de production, nous devons imposer un certain nombre d'évolutions à l'Europe. Tu as raison, Jean-Pierre. Nous devons imposer un certain nombre d'évolutions à l'Europe. Dans quel but ? Restructurons le prix à partir des contraintes de production et des coûts de production. Les trois courbes sont extrêmement parlantes, extrêmement violentes même d'une certaine façon, parce que ce n'est pas les courbes qui sont violentes, c'est l'évolution des courbes qui nous impacte, qui nous questionne fortement. Donc moi, évidemment,
J'arrive pas avec des solutions, c'est pas mon rôle d'ailleurs aujourd'hui. J'écoute, je sens bien qu'on a un double intérêt ou une double opportunité. Première opportunité, la loi ou la réglementation en général doit d'une part être plus légère, plus souple, moins de normes, mais en même temps plus forte en matière de régulation. Plus forte en matière de régulation. La loi Galland, la loi Dutreil, la loi LME, vous l'avez rappelé, tous ces textes-là avaient le mérite d'exister à un moment où ils étaient sans doute nécessaires. Ils étaient sans doute nécessaires. Aujourd'hui, reprendre aussi les propos de M. Villot, c'est qu'est-ce qui est nécessaire dans la durée. Ce n'est pas qu'est-ce qui est nécessaire dans la réponse immédiate qu'on doit apporter, c'est qu'est-ce qui est nécessaire dans la durée. Ce n'est pas une question si simple, parce qu'elle évolue, parce que la profession agricole, les intermédiaires comme M. Nicot ou d'autres, sont obligés de s'adapter à une situation qui elle-même est en pleine évolution, constante évolution. Que faut-il faire ? La loi, sans aucun doute. Moi, je suis depuis peu de temps, pardonnez-moi, mais un petit peu connaisseur de la chose. Je pense que la loi ou la réglementation en général a un rôle à prendre. La loi ou les ordonnances. Nous sommes dans une situation qui ne peut pas attendre. Nous sommes dans une situation qui ne peut pas attendre. La structuration des produits, la structuration des filières, la structuration des prix ne peut pas rester longtemps dans cette situation-là. Et la situation des agriculteurs, qui est quand même particulièrement délicate, que ce soit céréalier pour une partie dans notre département ou élevage pour la plupart des zones que nous connaissons, est une situation d'extrême difficulté. Nous ne pouvons pas laisser notre production agricole et les agriculteurs qui sont derrière dans cette situation-là. Que faire ? Donc la loi, sans doute, la LME n'est pas un dogme. Ça n'est pas un dogme. Elle peut être modifiée en fonction de quoi ? En fonction de la manière dont les accords pourront se trouver. Ce n'est pas la loi elle va garantir un certain nombre de choses. J'essaye d'être clair dans mon esprit, pardonnez-moi, mais la loi peut formaliser une évolution de la société, une évolution des attentes. Elle peut formaliser surtout des accords qui sont en cours de construction, qui doivent être trouvés entre production, intermédiaire, distribution. On a 3 acteurs. Est-ce que c'est là un trilogue à mettre en place au plan français et non plus européen ? Il y a une transposition absolument nécessaire de cette vision. Après, la loi, elle ne fait pas tout. Elle est nécessaire. Elle doit garantir, protéger. Protéger qui ? Protéger les agriculteurs, sans doute aussi protéger les consommateurs. Aujourd'hui, me semble-t-il, et c'est le sens des États généraux, c'est peut-être la première fois que je sens que les consommateurs sont réellement prêts à faire un effort en direction de la production. C'était pas si réel, pas si fréquent, pas si courant. On peut se poser la question, en tout cas. Moi, je m'interroge, je n'ai pas de réponse définitive sur ce genre de questions. Donc, les États généraux, pour quasiment terminer mon propos, quand même, Emmanuel Macron vient d'être élu. On est déjà au rendu intermédiaire de la première partie, la partie centrale du premier groupe des 14 chantiers qui ont été ouverts. Ça a été vite. On est d'ailleurs dans un timing un peu particulier, puisque là, on n'est plus tout à fait dans une discussion de départ, et on est avant des annonces supposées être faites par le président de la République mercredi après-midi à Rungis. Il devait aller en Normandie, il va à Rungis, il va faire des annonces. N'attendons pas les annonces du président comme une parole révélée. Attendons-les comme une situation intermédiaire d'un sentiment que peut avoir le pouvoir politique en place de ce que nous sommes capables de faire évoluer et de ce que nous devons donner comme impulsion. C'est sur un terrain qui me semble favorable parce que l'économie française est en train de se redresser, sur un terrain qui me semble favorable parce que nous sommes en train de libérer les espaces, la loi travail et beaucoup d'autres éléments, parce que nous avons l'intention de faire que l'agriculture évolue elle aussi. Le plan de 5 milliards d'euros sur l'innovation, vous ne l'avez pas cité, mais c'est quand même mon rôle de le faire, sur l'innovation, sur la restructuration des filières. Nous avons un certain nombre d'outils que les professionnels doivent être en capacité de prendre dans un contexte réglementairement sécurisé.
C'est le sens de l'action aujourd'hui. On est en plein milieu de ce gué, avec de l'eau encore un peu haut ou un peu bas, mais qu'il faut passer correctement et tous ensemble. Les consommateurs n'ont pas à subir de mauvaises conséquences de ça parce que les attentes sont fortes, mais nous devons restructurer le prix. Et le prix à partir de la production. Après, moi, je ne sais pas exactement comment les choses vont se dérouler. Je sais que c'est un enjeu majeur et que nous ne pouvons pas rater. Très bien, merci Monsieur Paris. Donc nous voici arrivés au terme de cette table ronde. Donc on les remercier tous les intervenants. Monsieur Lavier, vous voulez dire un petit mot? Oui, peut-être simplement au nom de la Chambre d'agriculture qui a été un petit peu à l'initiative de ce projet de discussion. Moi, je voudrais très sincèrement remercier tous les intervenants, tous les gens qui ont pris du temps ce matin pour apporter un petit peu leur pierre à la construction d'un futur qui nous semble tous possible, notamment pour la qualité des propos qui ont été tenus et puis le fait que chacun, à son niveau, essaye d'esquisser des solutions pour l'avenir de nos territoires, notre agriculture. Ça a été dit ce matin parce que je crois que au-delà des enjeux pour la production agricole, c'est aussi nos territoires qui aujourd'hui ont besoin de solutions innovantes pour l'avenir. Voilà, merci à tous.